Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien et bienvenue au webinaire du mois d'octobre de l'Union des podologues, syndicat des pédicures podologues. Ce soir, le sujet est porté sur l'exercice coordonné. Donc, on entend beaucoup de sigles autour de ce sujet, CPTS, MSP, ESP, et on en passe. Mais nous ne savons pas toujours ce que cela signifie. Alors, pour vous éclairer, l'Union des podologues a choisi pour vous des spécialistes en la matière. J'ai nommé M. Jean-Loup Lafeuillade, président de l'Union des podologues, pédicure podologue aussi. Il nous parlera de son expérience du terrain et de ce qu'on entend par l'exercice coordonné. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir un spécialiste aussi du sujet, le docteur Michel Serin, médecin généraliste, fondateur de la première MSP en France, donc c'est Maison de santé pluridisciplinaire, pour ceux qui ne le savent pas, et ancien président de la MPS, Fédération française des maisons des professionnels de santé. Pôle de santé, maison et pôle de santé. Avant de laisser la parole à nos deux experts, je vous précise que vous pouvez réagir en direct sur le chat en posant directement vos questions par écrit. Je vais donc sans trop tarder laisser la parole au docteur Serin. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Pour reprendre l'histoire, je n'étais pas dans la première maison de santé, mais dans la première maison de santé financée, celle qui a servi de laboratoire pour le financement des maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, depuis l'ouverture de la maison de santé, donc en 2005, la création de la Fédération des maisons de santé en 2006, la reconnaissance dans la loi des exercices coordonnés a vu trois structurations différentes. Donc, je vais commencer par la maison de santé pluriprofessionnelle. Ensuite, j'aborderai la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, qui est la deuxième entité d'exercice coordonné qui est beaucoup plus récente. Et enfin, l'ESP, donc l'équipe de soins primaires, qui est en fait la dernière structuration proposée, qui est une forme beaucoup plus light de l'exercice coordonné, beaucoup plus légère. Donc, je vais vous faire un petit tableau en parallèle, c'est-à-dire que la maison de santé pluriprofessionnelle a une définition légale. Il faut 2 médecins généralistes et un paramédical pour constituer la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, ça peut être 2 médecins et un podologue, hein, ou une podologue, pourquoi pas. La communauté est donc la communauté professionnelle territoriale de santé. Elle va rassembler sur un bassin de population beaucoup plus importante des professionnels libéraux qui vont s'associer dans la gouvernance de la CPTS à des professionnels du médico-social, des établissements. Donc, on voit qu'on va prendre en charge au sein de la CPTS plusieurs dizaines de milliers d'habitants. L'équipe de soins primaires, par contre, il suffit d'un médecin et d'autres professionnels de santé, en sachant qu'il n'y a pas de structuration juridique spécifique pour la CPTS et l'ESP. Donc, la maison de santé pluriprofessionnelle, elle, a un statut juridique qui s'appelle la SISA, alors qui fait très peur à tout le monde, la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, qui est ni plus ni moins qu'une société civile de moyens, SCM, mais qui est spécifique pour permettre aux professionnels qui créent cette CISA de leur permettre de toucher de l'argent public de l'assurance maladie via ce qu'on appelle l'accord cadre interprofessionnel. C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe en maison de santé pluriprofessionnelle va créer la CISA et de ce fait, ça lui permet de toucher de l'argent qu'elle pourra reverser aux membres de la CISA, ce qui n'est pas possible dans une association loi 1901. Donc, cette maison de santé pluriprofessionnelle va pratiquer des soins. C'est important parce que la CPTS, par exemple, ne porte pas le soin, n'est pas un offreur de soins. Donc, la maison de santé pluriprofessionnelle va porter les soins et sa définition, même si elle s'appelle maison, c'est vraiment la structure juridique qui s'appelle la CISA. Et si bien qu'il peut y avoir des professionnels qui sont dans les mêmes murs, comme des professionnels à l'extérieur ou même tous isolés, rassemblés au sein de cette CISA. Donc,
cette CISA permet de toucher l'argent par l'ACI, l'accord-cadre interprofessionnel, qui débloque des sommes qui, selon le nombre de contrats de médecins traitants liés au nombre de médecins, donc de patients, qu'est-ce que je dis médecins traitants? Oui, c'est ça, les contrats de médecins traitants que sont obligés de signer les citoyens avec un médecin traitant. Le financement va s'appuyer sur le nombre de contrats de médecins traitants des médecins qui sont signataires de la CISA. À partir de là, il y a un certain nombre d'obligations à tenir, notamment des réunions pluriprofessionnelles, notamment des protocoles pluriprofessionnels, et ceci donne droit à une dotation financière en 2 temps, un temps de 60% dans un premier temps et dans un deuxième temps, le solde qui sera lié à l'atteinte de certains objectifs ou de certaines obligations. Et cet argent, par contre, pourra être utilisé comme il veut par l'équipe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient en plus du paiement à l'acte. La CISA n'est pas un employeur, même si elle peut le devenir maintenant. Le but, c'est de toucher cet argent public pour des actions de santé publique, pour de la coordination, pour pouvoir mieux travailler ensemble entre professionnels autour du patient, pour pouvoir créer des protocoles de prise en charge communs qui permettent l'amélioration des soins et la sécurité des soins. L'intérêt du modèle ultime de la maison de santé, c'est d'être dans les mêmes murs. C'est-à-dire que nous, notre podologue, régulièrement, elle vient frapper à la porte en disant, ou elle m'envoie un texto, ou elle m'appelle en me disant, est-ce que vous pouvez venir voir de tel pied, ou moi, je vais, face à un problème de pied, appeler la podologue pour décider de stratégies communes de prise en charge. Et petit à petit, donc, on construit des protocoles de prise en charge pour le patient diabétique, voire même une éducation thérapeutique du patient diabétique où le podologue de la maison de santé pourra intervenir à côté d'une infirmière, d'une diététicienne, voire d'une psychologue, éventuellement d'un médecin, de manière à rendre les patients le plus autonomes possible, de prévenir les complications et aussi d'accélérer les prises en charge dès que l'on observe une problématique qui pourrait décompenser. C'est-à-dire une petite plaie sur un pied, si on la laisse traîner et qu'on attend que le patient voit le médecin ou le podologue, ça peut s'empirer très rapidement. Donc, voilà, le modèle, pour moi, qui est le plus performant, c'est quand on arrive à se regrouper dans les mêmes murs. Et à ce moment-là, il y a des réunions pluriprofessionnelles mensuelles qui permettent de discuter des cas compliqués, qui peuvent permettre aussi de développer des protocoles ou des actions de santé publique, aussi faire des dépistages, des journées de dépistage, par exemple, au sein de la maison de santé ou sur le territoire de la maison de santé. Et donc, tout ceci est basé sur les habitudes des professionnels et ce financement vient en complément du paiement à l'acte. Donc, c'est aussi ça qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de perte d'autonomie. Chaque professionnel est indépendant dans son cabinet, mais va travailler avec d'autres et de façon beaucoup plus réactive. Donc, la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, elle va être créée par une association, va s'appuyer sur une association qui va regrouper un bassin de population beaucoup plus important, puisque ça peut aller de 20 000 à 200 000 habitants, selon le niveau de ces CPTS. Et son but est de coordonner, mais surtout de rendre un certain nombre de services à la population, comme par exemple l'aider à trouver un médecin traitant, comme par exemple organiser les soins non programmés, lutter contre le non-recours aux soins, mais aussi, ce qui est très important dans la CPTS, c'est qu'elle soit créée par des acteurs qui perçoivent des besoins pour leur population ou pour leur exercice et de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour faciliter l'exercice des professionnels et l'accès aux soins des patients, améliorer les parcours de santé entre le premier et le deuxième recours, c'est-à-dire les professionnels de soins primaires avec les spécialistes, mais aussi avec la ville et l'hôpital ou les établissements, organiser des sorties, organiser de l'éducation thérapeutique intersectorielle entre la ville et l'hôpital,
et aussi essayer de trouver des solutions en cas de carence du deuxième recours. Par exemple, on voit qu'il y a de moins en moins de dermatologues, voire plus du tout. Dans la Nièvre, nous n'avons plus de dermatologues, par exemple. Donc, de pouvoir proposer des formations au dépistage ou à la cryothérapie, voire développer de la télésanté pour permettre une prise en charge quand même de qualité des patients. Le financement de la CPTS, c'est aussi par le biais d'un accord cadre interprofessionnel qui, lui, va être basé sur la population prise en charge. Donc, selon le niveau de population, il y aura plus ou moins d'argent. Et cet argent est destiné, d'une part, à financer une direction ou une coordination de la CPTS, plus un pôle administratif, parce qu'il y a quand même beaucoup de missions à remplir, beaucoup d'interlocuteurs avec l'assurance maladie, avec la délégation territoriale, l'ancien conseil départemental, et avec la délégation territoriale de l'ARS. Plus les liens avec les contrats locaux de santé, donc, qui sont basés sur des territoires qui sont souvent proches en termes de population. L'équipe de soins primaires, l'ESP, est donc la dernière création. Donc, dans l'ESP, on peut mettre les maisons de santé, puisque une maison de santé, finalement, c'est une ESP déjà plus élaborée, plus consolidée, puisqu'il y a au moins 2 médecins, un projet de santé, une structure juridique qui permet de gérer cette équipe. Mais ça peut être aussi un médecin avec un professionnel de santé qui décide d'organiser une prise en charge particulière. Et pour ça, ils vont être obligés de monter une association qui leur permettra de toucher de l'argent public du fonds d'intervention régionale par l'agence régionale de santé, par l'ARS ou la DT du département. Alors, l'ESP, c'est pour certains professionnels, c'est une première étape vers la maison de santé pluriprofessionnelle. En Bourgogne-Franche-Comté, on a déjà plusieurs ESP qui sont devenus maisons de santé dès l'instant qu'un médecin qui remplaçait ou qui collaborait avec un médecin de l'ESP est venu intégrer la structure et transformer cette ESP en maison de santé pluriprofessionnelle. Parfois, c'est des projets plus individualistes. Là, on voit des projets autour d'une discipline, autour de la cardiologie, par exemple, ou quand on a un médecin ou une équipe qui est un peu passionnée par une pathologie qui peut être l'obésité, par exemple, on peut imaginer qu'un médecin, une diététicienne, une psychologue, une infirmière, un kiné, un podologue se mettent ensemble pour créer une ESP autour de l'obésité. Après, c'est un outil qui est aussi qui peut être très souple et on peut dire, mais intellectuellement, ça voudrait dire aussi qu'à chaque patient qui a un médecin, une infirmière, un podologue différent, il faudrait faire une ESP différente. Donc voilà, c'est un modèle, moi, que je trouve un petit peu, comment dire, vraiment une première marche à l'édifice de l'exercice coordonné. Donc l'ESP, bien sûr, elle a le droit de produire des soins. Et le financement, comme je le disais, c'est un fonds d'intervention régionale expérimental. Donc, on vous donne de l'argent pour démarrer, mais vous ne savez jamais d'une année sur l'autre si vous aurez des sous pour continuer dans cette action. Et d'autre part, les fonds sont trop faibles pour pouvoir salarier quelqu'un. Et on n'imagine pas avoir une coordinatrice pour 3 personnes qui vont se retrouver autour de 10 patients. Voilà, c'est un petit peu léger en termes de financement. Après, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse moi avec vous, c'est les protocoles de coopération. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que suivre une population, ce n'est plus répondre à la demande de soins de la population. Le patient, il vient renouveler ses médicaments, mais on ne peut plus ne pas s'intéresser à un dépistage de la névralgie, pas de la névralgie, mais du pied diabétique, de la neuropathie diabétique ou d'une artérite ou d'une malposition des pieds qui peut occasionner des chutes, des plaies. Et donc, face à la charge de travail au quotidien, face à la montée des compétences de tous les professionnels de santé, y compris aussi des médecins généralistes qui font aussi de plus en plus de choses. Maintenant, dans de nombreuses maisons de santé, il y a des échographes, il y a des médecins qui font
qui pratiquent des thérapies non comportementales, qui font des infiltrations, des manipulations, enfin, de l'hypnose. Voilà, tout le monde acquiert de plus en plus de compétences. Et la réalité est que pour un malade chronique, un seul professionnel ne peut pas répondre à la bonne prise en charge de ce patient, mais que la richesse de l'exercice pluriprofessionnel, en particulier regroupé dans les mêmes murs, permet une nette amélioration de la prise en charge des patients, une sécurité des soins et aussi une réactivité en cas de problème de santé. Et donc, les protocoles pluriprofessionnels qui sont rédigés dans les maisons de santé sont des protocoles qui respectent les décrets d'acte de chaque professionnel, mais il y a possibilité de créer des protocoles de partage de compétences au sein des maisons de santé, mais aussi au sein des CPTS, mais par contre pas dans les ESP. Les ESP n'ont pas le droit de porter les protocoles de coopération. Ces protocoles de coopération vont être rendus possibles grâce à un nouveau dispositif qui s'appelle les protocoles de proximité, où l'équipe peut monter au sein de sa maison de santé un protocole de partage de compétences autour d'une pathologie, d'une indication bien précise, de manière à ce que les patients puissent bénéficier des bons soins par le bon professionnel au bon moment et obtenir, par le biais d'un financement qui arrive à la CISA, une rétrocession qui lui permette de la rémunérer pour un acte qui n'est pas dans son décret légal de compétences. Donc voilà, les maisons de santé sont un vrai laboratoire qui permet de réagir à la demande de soins des patients du territoire, mais aussi, si ça s'appelle maison de santé et non pas maison de soins, mais aussi pour porter la promotion de la santé, c'est-à-dire l'éducation de la santé, de l'éducation thérapeutique, la remise à l'exercice, obtenir des financements pour faire marcher les gens, pour permettre à un podologue, par exemple, de suivre une formation pour la cryothérapie, s'il y a besoin d'utiliser du matériel qui serait au sein de la maison, etc. Voilà, c'est un vrai laboratoire que je vous invite à rejoindre et à développer pour améliorer l'accès et la prise en charge des patients. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair parce il y a beaucoup d'informations. Je ne suis pas trop rentré dans tous les détails sur les financements, mais de toute façon, tout ça est porté aussi par les fédérations régionales des maisons de santé ou la fédération nationale qui s'appelle maintenant Avec Santé. Et je vous invite aussi à aller aux journées nationales qui auront lieu à Saint-Malo au mois de mars l'année prochaine, où justement vous pouvez découvrir l'exercice et tout ce qui se passe dans les maisons de santé. Et ça se tiendra les 17 et 18 mars 2023. Comment se passent ces journées Est-ce qu'il y a des stands ou comment ça s'organise? Eh bien, il y a des stands de différents acteurs. Il y a les assurances maladies, l'ARS, les stands de systèmes d'information. Il y a des stands d'industrie, d'assureurs plutôt. Industrie pharmaceutique, normalement pas trop, c'est surtout les institutionnels. Et puis tous les inventeurs, puisque bon, je ne vous ai pas trop parlé de télésanté. Mais il y a cette possibilité aussi de développer au sein des maisons de santé et des cabinets professionnels de la télésanté, ce qui permet par exemple à un podologue qui trouve quelque chose pour lequel il voudrait alerter, par exemple un névus qui lui plaît pas trop, pouvoir envoyer un texto au médecin traitant en disant est-ce que vous acceptez que je vous envoie une photo, après avoir demandé l'avis du patient bien sûr, et par messagerie sécurisée envoyer la photo de manière à savoir s'il faut déclencher une exérèse, une consultation chez le dermato ou un traitement. Voilà. Donc, on a aussi tout ce volet télésanté auquel je suis très sensible, qui doit aussi faciliter la réactivité par rapport aux problèmes de santé des patients. Et l'autre élément, c'est que quand on est professionnel de santé, qu'on utilise la télésanté, bien souvent, on apprend beaucoup plus de choses et beaucoup plus vite. Je dis ça autant pour nous, médecins généralistes, que pour les professionnels. Et
de santé et les spécialistes. Donc, on a un vrai problème. Et puis, donc pour finir sur les journées, on a des plénières très politiques pour sensibiliser à l'exercice coordonné, pour obtenir des moyens plus conséquents pour les maisons de santé, mais aussi les CPTS, puisque la fédération porte aussi les CPTS et les ESP. Donc, plus de moyens pour la reconnaissance de l'exercice coordonné, parce que nous sommes persuadés que dans les 10 ans qui viennent, seul l'exercice coordonné sera à même de permettre aux patients d'avoir une prise en charge cohérente, quels que soient les territoires où ils sont. Michel, tu parlais de télésanté. C'est un sujet qui, bon, pour situer aux personnes présentes ce soir, on travaille beaucoup avec Michel Serin depuis de nombreuses années, donc on se connaît très bien et je le tutoie, ne vous en formalisez pas, mais tu nous parles effectivement de télésanté et je comprends que les médecins sont assez friands de cet outil-là parce que ça permet d'être plus réactif, en particulier dans les territoires ruraux ou dans les zones sous-denses en termes de professionnels de santé ou d'accès aux spécialistes. Ça permet d'avoir un avis quasi immédiat. En revanche, nous, on a un vrai problème dans notre profession, c'est qu'on a peu d'actes conventionnés. Et à partir de ce moment-là, la téléconsultation pour nous, elle n'est pas rémunérée. Donc, est-ce que dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des CPTS, est-ce qu'il y a une possibilité de financer ces consultations par le podologue avec les outils dont tu parlais pour qu'on puisse aussi être rémunéré de l'acte qu'on pourrait faire en télésanté, en dehors de l'aspect conventionnel du coup? Alors, ce qui est envisageable, c'est dans la télésanté, c'est de faire facturer par la CISA. Attendez, je réfléchis en même temps parce que c'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi. La possibilité, c'est d'avoir un partenariat avec le médecin. Donc, il faut que le podologue soit membre de la CISA. Et le médecin, par le biais de la CISA, peut redonner ses honoraires, une partie des honoraires au podologue. Par exemple, donc une telle expertise pour un médecin, c'est rémunéré 10 €. On pourrait tout à fait imaginer que si le médecin porte la téléexpertise, alors qu'elle est faite par le podologue, que finalement ce soit le podologue qui soit rémunéré de ces 10 € de la téléexpertise. Voilà. Ça, c'est rendu possible par la CISA, le cas échéant. C'est rendu possible par la CISA. Alors là, notre modèle, par exemple, pour la téléexpertise dermatologique chez nous, maintenant, on repère une lésion et on envoie chez l'infirmière azalée qui va faire les photos, remplir le document de téléexpertise qui est porté par une station qui est portée par le grade. Donc, dans chaque région, il y a un grade qui porte tout ce qui est télésanté dans chaque région. Et donc, dans cette situation-là, le podologue pourrait tout à fait bénéficier du matériel qui est dans la maison de santé, faire la photo, ou pas, non, on va procéder autrement, on va repérer la lésion, l'envoyer chez l'infirmière azalée qui va faire la photo, porter le document qui va être transmis à l'expert dermatologue et le retour sera fait au podologue et au médecin traitant. Et à ce moment-là, ce retour est facturé, cette téléexpertise est facturable 10 € qui peut être facturé par le médecin. Et à travers les financements qui sont répartis par la CISA, on peut imaginer que ces 10 € soient transférés au podologue au lieu d'aller au médecin. Oui, si je peux me permettre, c'est ce que j'allais dire par rapport au financement de la CISA. La CISA, de manière à liberté de reverser la CI comme elle le souhaite. Donc, on peut très bien envisager qu'il y ait une convention, par exemple, qui soit signée les membres de la CISA et qu'on décide que le podologue, en l'occurrence, si on garde votre exemple de télémédecine, on lui alloue une somme soit forfaitaire, soit par acte, et que c'est calculé au bout de l'année. C'est tout à fait envisageable, je pense. Tout à fait. Légalement, c'est possible. Tout à fait. Et l'autre élément aussi, alors j'insistais bien sur les maisons de santé qui ne sont pas du salariat. Néanmoins, on a obtenu que la CISA puisse salarier. Donc, on pourrait aussi tout à fait imaginer qu'il y ait 1 heure de podologie ou 2 heures ou qu'un podologue qui veuille être salarié puisse être salarié tout ou partie par une CISA. Donc, en sachant que
Dans ce cas-là, si les salariés de la CISA, ils ne facturent pas, sur ce temps-là, ils ne facturent pas ces actes. Mais par contre, c'est la CISA qui facturera et qui reversera et qui salariera le podologue. Salarié, ça veut dire après charge sociale, etc., à déclarer par la CISA, oui. Personnellement, je n'y suis pas favorable. Hein. Oui. Mais c'est une possibilité qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'il y a même des CISA qui salarient des médecins. Maintenant, on peut salarier un médecin. Donc, transformer une CISA à la fois avec des médecins libéraux et un médecin salarié. Mais elle peut salarier aussi une infirmière de pratique avancée ou pourquoi pas. Il pourrait tout à fait être imaginable que, pour simplifier les choses, si on identifie une mission pour le podologue, de dire que la CISA va rémunérer au taux horaire sous forme d'indemnité le podologue. Pardon ? Excusez-moi, vous parlez de CISA, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai parlé de CISA au départ comme étant la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, qui est la structure juridique des maisons de santé pluriprofessionnelles. Je l'avais dit en préambule. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion, je suis arrivée en cours de route. D'accord, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci Donc, ce que beaucoup. je disais, c'est que voilà, les maisons de santé, on a une structure juridique qui est la CISA, qui permet de toucher de l'argent public de la sécurité sociale tous les ans et de la reverser en fonction des actions de la maison de santé. Et ce que je finis par dire, c'est que la CISA a la possibilité maintenant de salarier du personnel. Alors déjà, les coordinatrices sont salariées par la CISA, mais de pouvoir salarier aussi des professionnels de santé. Si je reprends tout ce que tu as dit, Michel, on a l'ESP, donc l'équipe de soins primaires, qui est un médecin, des paramédicaux autour d'un patient, d'une problématique du patient. On a la maison de santé pluriprofessionnelle, 2 médecins minimum avec un paramédical autour d'un projet de santé commun sur la coordination d'acteurs par rapport à des parcours de soins. Et on a ensuite la CPTS qui, elle, est une association qui regroupe donc potentiellement des professionnels libéraux, des MSP, des établissements sanitaires ou médico-sociaux pour organiser des parcours de soins sur un territoire qui peut aller de 20 000 à 200 000 habitants. Voilà. C'est ça. L'ESP, en fait, c'est au moins un médecin. C'est pour ça qu'une maison de santé, les maisons de santé font partie des ESP en générique, mais avec un statut très particulier. Et donc, dans chacune de ces structurations, le podologue peut trouver sa place. Ah ben bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Il est indispensable. Une CPTS, par exemple, pourrait organiser des consultations sur la chute du personne âgé, et donc le podologue aurait un bilan podologique. Tu fais bien de nous en parler parce que nous avons été évincés du plan gouvernemental, du plan anti-chute des personnes âgées, où le pédicure podologue n'est même pas mentionné. Mais je te rejoins, hein. Évidemment, on a un rôle primordial dans la détection des troubles de la marche et également des pathologies podales, des troubles statiques qui entraînent une malposition du pied au sol, un mauvais déroulé du pas et des chutes. Évidemment, nous, on s'inscrit dans ces démarches-là. Et ça donc, ça t'étonne qu'on ait été évincé? Mais non, Marie-Josée, ça ne m'étonne plus, on sait bien, mais bon, que veux-tu? Ah, Marie-Josée, syndicaliste de longue date. Voilà, moi je suis découragée. Hein. Il ne faut pas. Mais du coup, la MSP peut permettre, la CPTS dans un second temps, moins l'ESP du coup, mais peut permettre de protocoliser entre des professionnels de santé. Donc je vais parler par exemple des podos. On pourrait tout à fait envisager dans les maisons de santé de mettre en place une consultation spécialisée anti-chute ou de détection des personnes âgées qui auraient des problèmes podos qui entraîneraient des chutes, qui soient assurées par le podologue sous délégation d'un médecin et rémunérées par la CISA. Absolument. C'est même dans le protocole sur les chutes, par exemple, ça pourrait tout à fait être construit comme ça. Alors, ça me permet de faire le lien un petit peu avec le podologue là-dedans, quoi. Parce que je te remercie, Michel, de nous avoir un petit peu éclairé sur ces 3 niveaux de coordination. Je sais que tu ne vas pas pouvoir rester jusqu'au bout du webinaire. Donc, il est déjà 20h07.
Je pense qu'on peut passer à ton intervention, Jean-Loup. Parce que Michel étant aussi un actif syndicaliste chez les médecins, il multiplie les casquettes, c'est sa deuxième visio, il en a une troisième derrière, donc il nous a déjà fait. J'avais juste une dernière question si Vas-y, Marie. Est-ce que du coup, les ESP ne sont pas voués à disparaître finalement avec tous ces modèles d'exercice coordonné? Est-ce que les ESP ne sont pas un peu en train d'être mis à l'écart? Alors, je pense que non. C'est plutôt notamment dans des régions comme les nôtres, qui sont très rurales, avec peu d'habitants et peu de professionnels. C'est difficile de monter des maisons de santé. On sent qu'il y a beaucoup de demandes de faire bouger la définition de maison de santé en enlevant le 2 médecins pour en mettre qu'un. Mais personnellement, j'y suis très attaché parce que 2 médecins, on est au moins sûr qu'il y a un minimum de continuité des soins. Alors que quand le médecin est tout seul, quand il est son jour de repos, en vacances ou en arrêt maladie, les dossiers ne sont pas forcément partagés avec d'autres médecins. Donc l'ESP, c'est plutôt, moi je la vois plutôt comme une première marche vers la maison de santé. Mais aussi, il y a quand même... voilà, j'entendais une ancienne syndicaliste. Il y a quand même aussi des syndicats qui sont assez hostiles à l'exercice coordonné, aux maisons de santé, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être inféodés, ils ne veulent pas rien devoir aux financeurs, etc. Ils ont l'impression, en fait, que quand ils rentrent dans une CISA, d'être complètement ligotés, alors qu'en fait, on leur donne des moyens justement pour épanouir leur activité. Donc, il y a aussi ces personnes-là qui vont rentrer par le biais des ESP, qui vont essayer de contourner la maison de santé pour pas faire une maison de santé parce ils sont hostiles. Et en fait, ils ont l'impression, pour certains, que ESP et CPTS, ça fait tout. Or, on voit bien aussi que sur des territoires où les médecins commencent à être un peu moins rares, on voit que des coordinations qui devraient être faites par des vrais coordinateurs formés avec une disponibilité, etc., cette coordination des actions se fait par des médecins, ce qui, à mon avis, à notre époque, on a un tel manque de temps médical que je ne trouve pas ça très positif. Voilà. Mais non, c'est inscrit. Puis il y a encore des syndicats qui ont monté les ESCAP. Les escapes. Voilà, donc ça c'est une émanation de regroupements syndicaux monocatégoriels où en fait il n'y a aucune envie de partager quoi que ce soit, si ce n'est de récupérer du pognon autour de chaque patient. Et franchement, je trouve qu'à notre époque, il faut vraiment économiser l'argent pour le mettre là où on est le plus efficace. Et à travers la crise du Covid, on a montré combien les maisons de santé, les CPTS avaient été efficaces pour organiser la lutte contre le Covid et pour la vaccination. Donc, voilà, à mon avis, les ESP vont continuer d'exister. Peut-être qu'un jour, à force de pression, il y aura un statut juridique et des financements spécifiques. Mais sincèrement, j'espère que ça n'ira pas plus qu'un financement relativement modeste. En tout cas, merci beaucoup, Michel, pour... Voilà, merci à vous de m'avoir invité. Je suis ravi de te revoir, Jean-Loup. Je sais qu'on va bientôt se revoir aussi. Justement, pour une CPTS. Hein. Absolument. Et puis, je vous souhaite d'obtenir un peu tout ce dont vous avez besoin, de trouver vos places dans les maisons de santé et d'éduquer les médecins au pied, quoi, quand même. Hein. Le jour où on maîtrisera un peu plus le pied, ça sera le pied pour nous. Bonne soirée. À bientôt, Michel. Merci beaucoup. Merci. On avait une question, est-ce que Jean-Loup, tu peux y répondre? Les CPTS ne menacent-elles pas à terme le statut de libéral au profit du salariat? Oui, c'est une très bonne question parce que cette question-là, elle est très redondante, elle revient très souvent. Et c'est vrai que c'est une peur de certains syndicats monocatégoriels, comme dont parlait Michel tout à l'heure. Il est clair que non. En aucun cas, faire partie d'une MSP ou d'une CPTS nous inféode à qui que ce soit. Nous restons des libéraux, c'est-à-dire que vous adhérez à une CISA en tant que libéral. Voilà. Et une fois que vous avez adhéré à la CISA, si ça ne vous convient pas, c'est pas un diternam. Hein. Vous pouvez repartir, décider de ne plus adhérer à la CISA et c'est terminé. Vous reprenez votre liberté. Il y a par contre
dans ces exercices regroupés des possibilités aujourd'hui de pousser des lignes qu'on n'arrive pas à pousser depuis 20 ans ou 25 ans pour notre profession et qui passent par des forfaits, des forfaitisations d'actes. Alors, on n'est pas dans le salariat, on n'est plus dans l'acte décidé dans son cabinet en termes de rémunération, on est sur des forfaits qui sont décidés parce que c'est de l'argent public par la CISA. Voilà. Mais ces forfaits-là nous donnent la possibilité de faire des actes qu'aujourd'hui on ne fait pas. On en parlait tout à l'heure avec Michel, dans une maison de santé pluriprofessionnelle, on peut contractualiser avec d'autres professionnels de santé sur des parcours de soins. Et on peut aller très loin. On peut envisager la prise en charge des ongles incarnés sous couvert d'un médecin au sein, dans une salle de soins de la maison de santé. On peut envisager l'utilisation de la cryothérapie en dermatologie. Personnellement, c'est un projet que je suis en train de monter avec Michel Serin d'ailleurs et d'autres médecins sur la Nièvre parce que nous n'avons plus de dermatologues. Donc, quand on a des patients qui viennent avec des verrues qui sont résistantes, qu'on ne peut pas prendre en charge avec des topiques à usage externe commun ou des protocoles, on va dire, en dehors du dermato, on a la nécessité d'essayer de faire entendre pour faire avancer tout ça. Et la maison de santé donne cette possibilité. Donc, on n'est pas du tout dans le salariat. On est dans la coopération entre libéraux, mais avec des outils qui permettent de forfaitiser. Donc, le podologue, là-dedans, à mon sens, la profession s'est quand même saisie un petit peu de ces outils-là, parce que dans les chiffres d'Avec Santé, anciennement la FMPS, on est la 4e profession la plus représentée dans les exercices regroupés, en termes de professionnels. En revanche, et c'est là où on doit énormément progresser, où on a un vrai message à faire passer pour nos consoeurs et nos confrères, c'est qu'il faut prendre des responsabilités maintenant dans ces exercices-là. C'est-à-dire qu'un leader de maison de santé, il peut tout à fait être podologue. Les médecins n'ont plus le temps, il y a des médecins qui s'en foutent. Par contre, nous, si on veut aller chercher de nouveaux actes, si on veut aller chercher la possibilité de prendre en charge des patients différemment, il faut que ce soit nous qui prenions la responsabilité, comme leader de MSP et également comme président d'association de CPTS. On a un bon copain, Christian Jérôme, qu'on a connu dans d'autres cieux syndicaux, qui aujourd'hui est président d'une CPTS. Moi, personnellement, je suis en train de mettre en place aussi une CPTS dans laquelle j'occuperai un poste de bureau. Je crois que Bruno, tu es aussi dans ta CPTS. Hein. Je suis au bureau et la CPTS voisine, c'est une podo qui est présidente. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on investisse ces exercices regroupés en prenant des responsabilités pour pouvoir pousser notre profession et aller chercher de nouveaux actes en s'affranchissant complètement finalement du modèle conventionnel. Et c'est pour ça que moi, je commence à rigoler de plus en plus quand on me dit qu'il faut être un syndicat représentatif, il faut aller négocier avec l'UNCAM. Ouais, ok, c'est très bien, ça existe, il faut le faire, je suis d'accord. Mais maintenant, il y a des outils qui permettent de passer à côté de tout ça. Et en infraterritoire, dans chaque région, dans chaque département, avec chaque ARS, on peut faire évoluer notre métier. Mais ça ne se fera pas tout seul, puisqu'au national, il y a un seul syndicat représentatif aujourd'hui et que les choses ne bougent pas. Donc, si on veut que la profession évolue et avance, il faut que chacune et chacun d'entre nous, dans nos territoires, on investisse ces champs d'exercice regroupés pour pouvoir faire évoluer la profession par la base. Voilà. Et c'est pour ça que c'était important qu'on fasse ce point sur les MSP et les CPTS, parce que le message derrière que nous, on va continuer à porter et à diffuser, c'est qu'aujourd'hui, dans ces maisons de santé pluriprofessionnelles, dans ces CPTS, vous avez des médecins comme le docteur Serin, qui sont des médecins extrêmement ouverts au partage de compétences, qui veulent mettre en place des protocoles parce que eux, leur intérêt, c'est de gagner du temps médical, c'est de pouvoir prendre en charge la population à laquelle ils sont confrontés dans des territoires sous-dotés en termes de professionnels de santé médecins. Et ils veulent s'appuyer sur les compétences des professionnels de santé non médecins pour pouvoir faire face à la demande. Et c'est une chance pour nous, une véritable chance. Il faut qu'on la saisisse. Et c'est pour ça qu'on va accompagner au niveau de l'Union des podologues tous les podos qui auront envie, besoin d'informations ou envie de s'investir dans ces protocoles-là pour qu'on puisse leur donner les moyens de les réussir. Voilà. Moi, j'avais une question. Si par exemple, on fait partie d'une CPTS
et par exemple à Lyon, il y en a énormément des CPTS, et qu'on souhaite par exemple monter un projet avec un chirurgien orthopédique, mais qui est dans un territoire autre, enfin, dans une CPTS qui est autre, comment on fait? Est-ce qu'on n'est pas, en fait, dans ma question, en fait, ce que je veux démontrer, enfin, j'espère que tu vas comprendre ce que je veux dire, est-ce que on n'est pas enfermé dans les grandes villes, en tout cas, enfermé avec des personnes avec qui habituellement on ne travaille pas forcément, alors qu'elles sont dans d'autres CPTS et Alors, nous, on n'est pas dans le même territoire, du coup, c'est un peu bloquant. je comprends bien. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on est obligé de travailler qu'avec les personnes qui sont dans la CPTS et finalement reproduire un petit peu ce qui a été d'ailleurs clairement dénoncé, pour lequel moi j'étais contre. C'est ce qu'on a appelé les réseaux de soins, voilà. Avec les mutuelles où bah, si tu ne fais pas partie de ce réseau de santé-là, bah, tu n'es pas remboursé, ou si tu fais pas. Voilà. Alors, non, parce que les professionnels qui ont mis en place ces exercices regroupés sont conscients de ça. Et puis, il y a un principe fondamental dans le monde libéral, c'est le libre accès aux professionnels de santé du patient. Donc, on ne peut pas imposer un professionnel de santé à un patient sous prétexte qu'il serait de la maison de santé de son patelin. Tiens, Madame Michu, vous habitez à Châteauneuf-Val-de-Bargis, et bien vous allez aller voir Patrick Romary, qui est le médecin de Châteauneuf-Val-de-Bargis, parce que vous n'avez pas le choix. Non, bien sûr que non. Et donc, tout ça, c'est prévu par le législateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler en inter-CPTS, c'est-à-dire que deux CPTS peuvent passer des protocoles entre elles pour pouvoir porter des projets parce que les bassins de vie des patients sont comme ça. C'est le cas chez nous sur le Val ligérien. On a toute une partie qui est dans la Nièvre et toute une autre partie qui est dans le Cher. Il y a une CPTS dans le Cher. Nous, on est en train de créer une CPTS sur la Nièvre. Et il y a déjà des discussions aujourd'hui pour voir quels seront les projets inter-CPTS qui seront menés. Voilà. En particulier en dermatologie. Parce que le manque de dermatologues dans la Nièvre impacte aussi la population du Cher. Donc, si tu veux monter un protocole avec un professionnel de santé qui est dans une autre CPTS, ce n'est pas un problème. Il faut simplement créer un protocole inter-CPTS. A contrario, si tu veux monter un projet avec un professionnel de santé qui ne fait pas partie d'une CPTS, il n'y a aucun problème non plus. La CPTS contractualisera avec le professionnel libéral dans son activité pour pouvoir monter, pour pouvoir l'intégrer à un protocole en délimitant les choses. Tout ça, c'est prévu également. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été... Très clair. Non, c'est très bien. Merci pour ta réponse. Mais je pense que c'est des questions, je pense que souvent, certains professionnels peuvent se poser en se disant, est-ce que je ne vais pas être restreint est-ce que ça ne va pas ouais. être Alors, après, la règle générale, c'est... en règle générale, quand on est soit en ville dans un quartier, soit dans un milieu périurbain ou en milieu rural, c'est vrai qu'on est habitué à travailler normalement, on va dire de manière générale, avec des professionnels qu'on connaît. On a tous des médecins prescripteurs, on a tous des infirmiers, des infirmières qu'on connaît parce qu'on prend en charge les mêmes patients, soit en domicile ou au cabinet. Donc c'est vrai qu'il y a un microcosme qui se crée naturellement des professionnels de santé par quartier, par petite ville ou par petit village. Et les maisons de santé, souvent, regroupent ces personnes qui se connaissaient déjà avant. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on s'engage dans un exercice regroupé, MSP, CPTS, je parle moins des ESP parce que vous aurez compris, c'est un modèle qui est dédié aux patients sur des pathologies très précises, on est peu présent. Malgré tout, c'est un outil qu'il faudrait aussi s'approprier. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on s'engage dans ces exercices regroupés qu'on se met un boulet au pied ou qu'on s'enferme dans un tunnel dans lequel on ne peut plus sortir. On reste, et nous le revendiquons à l'Union des podologues d'ailleurs, nous restons des libéraux. À ce titre-là, nous sommes extrêmement attachés à la liberté et à notre liberté tarifaire également. Mais pour autant, même si on continue à appliquer des honoraires libres sur une majorité de nos actes, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller chercher de nouveaux actes, en particulier en dermatologie, en chirurgie de l'angle incarné, voire chez les patients âgés en gérontologie pour détecter le risque de chute, les risques d'équilibre, les pertes d'équilibre, etc. Est-ce que pour autant on n'a pas l'intérêt à aller chercher des forfaits sur ces actes-là pour pouvoir justement positionner notre profession? Nous, en tout cas, c'est un combat que nous souhaitons mener parce que plus on aura de protocoles de proximité mis en place dans les maisons de santé entre médecins podos,
médecin podo infirmier, voire kiné, podo, médecin sur les personnes âgées, sur la chute, plus on en aura, plus on pourra, nous, au niveau national, les agréger, et plus on pourra pousser au niveau des ministères pour leur dire, mais attendez, sur la dermatologie, la cryothérapie, on n'a pas le droit de le faire au niveau national par le législateur. Par contre, ça se fait dans toutes les régions de France, dans les maisons de santé. Il faudra peut-être faire évoluer la loi. Voilà. C'est le cheminement qu'il faut qu'on mette en place. Et pour ça, on a besoin de chacune et chacun d'entre vous pour investir ces MSP, ces CPTS. Oui, mais attention, au niveau de la tarification, on va avoir un problème. Beaucoup de patients maintenant non, si vous êtes conventionné ou pas conventionné. Moi, j'ai beaucoup de nouveaux patients qui pensent que si c'est pas remboursé par la sécurité sociale, hein, la mutuelle, ils n'en parlent pas, mais leur premier rembourseur, c'est quand même l'assurance maladie. Et j'ai beaucoup de mal à leur faire comprendre que leur tarification sécurité sociale, c'est beaucoup en deçà de ce qui nous permet de vivre. Et c'est bien sympa d'aller chercher d'autres actes, mais côté patient, il ne faut pas l'oublier. C'est souvent les patients qui nous bloquent. Hein. Parce que Alors, si ce n'est pas remboursé, ils ne viennent pas vraiment, surtout dans cette période socio-économique très... Voilà. tu as raison, Adeline. Dans le fonctionnement normal du cabinet, de notre cabinet, effectivement, il y a des patients aujourd'hui, 35 balles de consultation, c'est compliqué. 150 balles pour une paire de semelles remboursées, 30 balles, c'est compliqué. On est bien d'accord. Par contre, quand je parle de protocole de coopération avec de nouveaux actes en maison de santé, c'est neutre pour le patient. C'est-à-dire que le patient, lui, il ne paye rien. C'est la CISA qui paye. Voilà. C'est de l'argent public qui est débloqué dans ces sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, justement pour mettre en place et créer derrière des indemnisations pour que les patients puissent être pris en charge en dehors du système d'assurance maladie. Alors, pour autant, il ne faut pas penser que ça va faire sauter le système conventionnel, parce que le système conventionnel, il existe, il est extrêmement important parce qu'il nous permet, même si notre convention est faible, d'être connu et reconnu comme professionnel de santé, de pouvoir siéger dans toutes les instances, hein, dans les ARS, dans les URPS, etc. Ça veut dire que ce système conventionnel, ça doit être finalement l'aboutissement des démarches. Expérimentons sur les terrains, mettons en place des protocoles expérimentaux, montrons que ça marche, et dans un second temps, on fera évoluer la convention. Parce qu'on aura prouvé sur le terrain que le podologue, il est capable de soigner des verrues avec de la cryothérapie, ou il est capable d'opérer un organe carné dans une maison de santé pluriprofessionnelle sous le couvert d'un médecin, avec une anesthésie locale. Voilà. Faut le montrer, il faut l'écrire, il faut qu'on le fasse. Et après, derrière, nous, responsables syndicaux, c'est ce qu'on fera. C'est-à-dire qu'on dira, ben voilà, ça se fait dans la Nièvre, ça se fait à Niort, ça se fait à Lyon, ça se fait à Paris. Voilà, on vous montre, les protocoles sont écrits. Et maintenant, voilà, ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça. Maintenant, il faut faire évoluer la convention avec des actes, pour le coup, remboursés par la sécurité sociale. Et on sera extrêmement vigilant à la tarification. Tu peux en être sûr. Merci Jean-Luc. Oui. Il y avait d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? N'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions sur ces exercices. De toute façon, ce webinaire sera accessible sur la plateforme de l'Union pour ceux qui voudraient le voir ou le revoir. On a aussi l'adresse contact@union-des-podologues.fr sur laquelle vous pouvez envoyer vos questions, vos demandes. Elles sont traitées, on vous répond. Voilà. En tout cas, c'était notre webinaire, Myriam. Je pense qu'on peut conclure. Parce que alors, oui, notre webinaire arrive à sa fin, à 20h30. Juste une dernière question. Je trouve dommage que le Code de santé publique nous reconnaisse comme des diagnosticiens des pathologies du pied
voire du membre inférieur, et qu'on soit toujours, pour le code de remboursement sécurité sociale, qu'on soit encore des auxiliaires médicaux. C'est un peu dommage, je trouve, qu'on soit toujours chapeauté par les médecins alors qu'on a la même responsabilité au niveau de diagnostic. Est-ce que les CPTS peuvent nous aider à ce sujet-là ou pas? Immédiatement, non, parce que pour l'instant, le système de santé, il a été fait, et en particulier par la loi HPST de 2009, hôpital, santé et territoire, patient et territoire. Le médecin généraliste, c'est le pivot du système de santé. C'est lui qui, finalement, prescrit, oriente, coordonne son patient. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut... Alors qu'il n'a que 3 heures, sur le pied. Oui, mais il doit être en capacité d'orienter chez le podologue. Et nous, à l'Union, on va pas... Nous sommes des gens responsables, Adeline, tu le sais. Nous avons un cursus de formation de 3 ans, qui est toujours reconnu pour 2 d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Non, puisque nous sommes grade licence, c'est 3 ans. D'accord, mais on essaie d'avancer pour rentrer dans un cursus en master. C'est pas facile en ce moment. Voilà. Officiellement, ma promo est la première qui est le grade licence. D'accord. En tout état de cause, on ne fait pas 12 ans d'études, ni 10, ni 12. Donc, on ne peut pas dire qu'on a les mêmes enjeux et la même responsabilité. La même responsabilité que les médecins. Et si on dit ça, on se met en tort. On se met doublement en tort. On se met en tort parce que c'est pas vrai, et on se met en tort parce que les médecins, eux, ne l'admettront pas non plus. Par contre, aujourd'hui, les outils qui sont mis à disposition par ces exercices regroupés nous permettent, dans notre décret de compétences, dans le respect de nos actes, de faire des choses supplémentaires. Et c'est comme ça qu'il faut faire, à mon sens. Sinon, on se mettra à dos. Mais c'est ce qui a été fait depuis 15 ou 20 ans dans notre profession. On n'est pas assez puissant, on n'est pas assez fort. Nous sommes de 13 ou 14 000 professionnels en France, versus 500 000 infirmiers ou 350 000 kinés. Donc, nous ne sommes pas assez forts pour engager un bras de fer frontal avec les décisionnaires, que ce soit le ministère de la Santé ou de l'enseignement supérieur, que ce soit la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, si on veut progresser, si on veut développer nos compétences et nous positionner dans l'échiquier des professionnels de santé avec ce qu'on sait faire et qu'on fait bien, eh il faut passer par ces protocoles de coopération, ces délégations de tâches avec les médecins. Mais pas aller contre eux, surtout pas. Très bien. Merci Jean-Loup. Alors, il est 20h30 tout pile. Est-ce qu'on a une dernière question avant de clôturer définitivement et vous dire de passer une très bonne soirée, de vous retrouver le mois prochain, c'est-à-dire le 17 novembre pour le webinaire dont le sujet sera « Comment optimiser la gestion du cabinet ?» animé. Alors l'animateur, normalement, si je ne me trompe pas, ce sera Bruno. Si tu veux dire quelques mots, Bruno, sur sur ce futur webinaire, pardon. Ce qu'on peut dire, c'est surtout qu'aujourd'hui, les podologues, ils sont des professionnels de santé, et ça, tout le monde le sait, mais c'est aussi des chefs d'entreprise, et ça, même les podologues, parfois, ont tendance à l'oublier. Donc, voilà, c'est mettre l'accent là-dessus. Voilà. Oui, c'est important dans le triptyque de l'Union, que vous pouvez voir sur le site, combat syndical, accompagnement de la vie quotidienne au cabinet, bien-être du professionnel. On essaie de faire des webinaires qui vont un peu dans ces 3 axes-là, et le prochain webinaire, c'est effectivement sur l'optimisation du cabinet. On s'est aperçu qu'il y a encore trop de professionnels qui n'ont pas forcément les bonnes clés pour avoir un cabinet le plus rentable possible. On va parler aussi des assurances, parce qu'il y a des assurances obligatoires que certains n'ont toujours pas. Voilà, et on se retrouve parfois dans des situations dramatiques qui auraient pu être évitées simplement avec une bonne information. Donc, c'est notre rôle de syndicat, c'est de donner aussi de l'information à nos adhérents et plus largement aux pédicures podologues du territoire national. Donc, on va le faire dans un mois, le 17 novembre. Et pour la gestion du cabinet, alors ce sera, comment dire, les instituts, ils seront au courant de cette session parce que ça intéresse quand même ceux qui on communique.
on communique sur tous nos réseaux, on communique aussi via on fera une communication, une effectivement. On fait une communication newsletter et on a dans notre panel d'adresses mail, on a aussi des instituts qui sont au courant de nos différents webinaires. Et pour le coup, Marie-Josée a raison, on devrait faire une communication un peu spécifique à destination des troisième années des instituts de formation sur ce webinaire-là, pour leur permettre d'avoir un peu d'informations. Ça peut être extrêmement intéressant à la fois pour les équipes pédagogiques et pour les troisième années. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Et on se revoit le mois prochain. Ciao. Bonne soirée. Salut.